La solennité de la fête de l'Assomption revêt une grande importance pour l'Église catholique. Quelle est l'origine de cette célébration? La réponse avec le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Cette fête de la Dormitio au VIe siècle va devenir au IXe siècle avec le concile de Mayence en 813 précisément. Ce qu'on a appelé dans le côté occidental de l'Empire romain, ce qu'on a appelé l'Assomption. Et c'est une fête à cette époque, au IXe siècle, en 813. Et après, cette fête va devenir petit à petit ce qu'on appelle dogme. Et bien avant que cette fête ne devienne dogme, le dogme dans la mentalité catholique des faits, le dogme, c'est une vérité de foi divinement révélée. Et donc, ce dogme-là sera proclamé bien après le dogme de l'Immaculée Conception qui dit que la Vierge Marie est conçue sans péché. Et ce dogme, il apparaît en 1854. Et en 1950, le 1er novembre, avec Pie XII, nous allons proclamer, nous allons définir, nous allons déclarer que la Vierge Marie, au terme de sa vie, a connu une élévation au ciel en corps et en âme. Voilà justement ce que révèle l'Assomption de la Vierge Marie. Pourquoi commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel? On célèbre cette fête justement pour faire prendre conscience aux chrétiens que l'être humain a de la valeur devant Dieu et que le oui de la Vierge Marie, de la jeune fille de Nazareth, celui qui a fait d'elle l'Ancilla Domini, c'est-à-dire la servante du Seigneur, celui l'a propulsée dans ce qu'on appelle la vénération des saints et lui a accordé la première place même des saints à travers le thème hyperduli, c'est-à-dire la première place de la vénération qui revient à la Vierge Marie. Et ce thème l'a fait prendre conscience à tous les chrétiens que nous sommes qu'un jour, notre corps aussi sera porté en gloire, selon les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'où le respect du corps, d'où le respect de ce temple de l'Esprit Saint que nous avons, qui est le corps, d'où le respect de tout ce que nous avons à faire, parce que l'exemple de la Vierge Marie vient plus ou moins nous situer sur notre destinée finale. La fête de l'Assomption représente beaucoup pour les chrétiens catholiques. Ils prennent la Vierge Marie comme leur mère, parce qu'elle leur obtient de nombreuses grâces. Elle représente beaucoup pour moi et elle intercède vraiment pour moi. Donc chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci, que je ne sais pas, que je ne trouve pas de solution, je viens vers elle. Je lui donne ses fleurs parce que je sais qu'elle adore les fleurs. Donc je lui donne les fleurs, je lui demande d'intercéder pour moi, qu'elle nous protège et tout. Et les jours qui suivent, tout de suite, elle décante la situation. La fête de l'Assomption, c'est une grâce pour nous. Venir magnifier Maman Marie, la vénérer et lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout dans notre vie de chaque jour. Sans elle, on n'est rien, sans elle, on ne peut rien. Et c'est grâce à elle on a eu Jésus. Et la fête de l'Assomption pour moi, c'est la reconnaissance à Maman Marie qui est notre protectrice, notre maman. C'est à elle que nous confions nos problèmes, tous nos désirs, tous nos projets. Donc c'est une fête de reconnaissance pour moi. La célébration de cette fête a été précédée par des neuvaines à Notre-Dame de l'Assomption sur les paroisses, notamment pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des intentions personnelles. Il y a maintenant plus de 5 ans qu'elle permet aux personnes défavorisées victimes de malformations de tout genre de recouvrer la santé. L'ONG PAMSI, en initiant son projet dénommé Compassion pour la Côte d'Ivoire, veut soutenir les actions du gouvernement en venant en aide aux personnes démunies. Cette volonté lui a permis de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour donner de la dignité aux personnes souffrant de malformations congénitales. En initiant cette conférence de presse, elle entend annoncer les actions à venir. Cette conférence de presse était pour faire le point de nos activités et faire en même temps le lancement de la 7e phase de Compassion pour la Côte d'Ivoire. Dans notre programme pour la 7e phase, nous aurons la campagne de sensibilisation suivie de consultations chirurgicales au niveau de l'église Luner-Chapelle à Kouedo. Après la phase de sensibilisation et de recensement qui se tiendra du 12 au 13 août, suivront les prises en charge gratuites des malades. En 5 ans d'activité, l'ONG PAMSI a permis à plus de 8000 personnes souffrant de malformations congénitales de recouvrer la santé. Pour cette 7e phase, l'ONG bénéficie du soutien d'un opérateur mobile qui voit en cette action une occasion de soutenir les populations démunies.
6 mois après le tournoi UFOA des clubs à Dakar, qui a vu le sacre de l'AS Tanda, l'Union des fédérations ouest-africaines de football remet le couvert avec cette fois-ci la compétition UFOA réservée aux sélections nationales. 16 pays des zones A et B de l'instance sous-régionale sont concernés par ce tournoi. Une phase de poule à élimination directe permettra aux équipes qualifiées d'accéder aux demi-finales. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Togo. D'autres rencontres telles que Mali, Mauritanie, Burkina Faso versus Niger sont également à l'affiche. Côte d'Ivoire, Togo, c'est toujours une belle affiche. C'est une affiche qui ne manque jamais de piment. C'est un derby ouest-africain, mais c'est jouable pour nos éléphants. Le Mali, c'est une équipe, une formation qui monte en puissance. Nous allons aborder ce match avec le maximum de sérénité, puisqu'après tout, comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous connaissons. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de faire du beau travail sur le terrain. Pour autant, le Mali aussi est en train de monter en puissance en matière footballistique. En veilleuse depuis 2011, cette compétition renaît de ses cendres. À l'image du CHAN, elle est réservée aux joueurs issus des championnats locaux. Sur le plan financier, le tournoi UFOA des Nations s'annonce alléchant. Non seulement le partenaire prend en charge tout, depuis la billetterie, le transport local, la nourriture, l'hébergement. En plus de cela, toutes les équipes participantes, même le dernier du tournoi, aura $5 000. Notons que cette compétition aura lieu du 9 au 24 septembre prochain au Ghana, dans les villes de Sekondi, Takoradi et Cape Coast. Les 17 000 ouvriers des chantiers navals Lénine de Gdansk se mettent en grève menée par le futur syndicat Solidarnosc, fondé 15 jours plus tard. Son leader, Lech Walesa, amorce un mouvement massif qui jouera un rôle clé dans l'opposition au régime de la République populaire de Pologne, avec dans un premier temps des élections syndicales libres promises par le premier secrétaire du PS d'alors, Édouard Gierek. Le 26 août, dans la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, Marianne Stepzinski constate que les ouvriers semblent marquer leur premier point après la reconnaissance du comité interentreprises par les dirigeants communistes comme interlocuteur valable. Mais pour l'éditorialiste, dans la délicate partie qui s'est engagée entre les grévistes de la Baltique et les dirigeants de Varsovie, les cartes maîtresses sont pour l'heure injouables. Il faut donc être patient. Cela veut dire que du côté des travailleurs, du plus modeste piqué au plus écouté des leaders, seule la poursuite de la grève ouvre la voie à une négociation véritable, car elle seule peut peser sur les deux handicaps majeurs du pouvoir, son incapacité durable à régler l'inextricable situation financière de l'économie polonaise et l'incapacité dans laquelle il se trouve présentement d'empêcher une extension du mouvement à l'ensemble du pays en dehors d'un recours dérisoire au blocage des communications. L'espoir, c'est qu'en faisant durer l'arrêt des chantiers, le mouvement des travailleurs accroisse chaque jour davantage les difficultés existantes et futures des responsables politiques, lesquels ne manqueront pas, prévoir à juste titre l'éditorialiste, d'utiliser leurs armes favoris, manœuvres d'intimidation, tracasseries policières et grandes déclarations apaisantes en vue de briser la détermination des grévistes. Jusqu'à présent, poursuit Stepzinski, aucun des camps n'a abattu ses atouts. La seule chance que le système évolue, ce sont les règlements de comptes s'opérant au sein du bureau politique qui offrent une occasion de choix à des gestionnaires plus jeunes et plus dynamiques pour tenter d'amener les structures à plus d'efficacité et de souplesse. D'ailleurs, sans réforme en profondeur qui poserait le problème de la suivi du régime, l'éditorialiste ne voit pas encore comment un hypothétique nouveau pouvoir à la tête du pays sortirait l'économie polonaise de son désordre. De fait, en 1989, le gouvernement sera tenu en échec lors de premières élections semi-libres et une république parlementaire restaurée. C'était 5 mois avant la chute du mur de Berlin.